Merci. Ah, bon, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Voilà, je déclare ouverte notre séance. Onze vergadering is geopend. Alors, une série de parlements font connaître qu'ils se sont constitués selon les règles. Dat is het geval van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. C'est le cas dat is ook het geval van het Vlaams parlement, le parlement wallon, le parlement francophone bruxellois, le parlement de la communauté française. Voilà, dat is fait. Verscheidene mededelingen werden door het grondwettelijke hof aan het parlement gedaan. Dus ze zullen in het verslag opgenomen worden. La Cour des comptes nous transmet les rapports sur la certification des comptes généraux des organismes suivants. Brussels Gewestelijke Financieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën, de dienst voor Acteris, MIVB, en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. En dat is voor de rekening 2016. Dat is verzonden naar de Commissie van Algemene Zaken. Alors, de fédérale politie bezorgt zijn jaarverslag, celui de 2016. Alors, le ministre chargé de cette compétence transmet donc le rapport annuel relatif à l'importation, l'exportation des armes, etc., quoi, et couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. En het tweede verslag slaat op de periode van januari 2017 tot en met juni 2017. L'UNICEF nous transmet son rapport annuel. Alors, le gouvernement a déposé un projet d'ordonnance organisant le vote électronique pour les élections communales. Dus dat betreft de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen. Le gouvernement, dus de regering, heeft het ontwerp van ordonnantie ingediend en met betrekking tot het samenwerkingsakkoord over het gebruik van chemische wapens. Le groupe PS communique des modifications dans la composition des commissions permanentes. Et l'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition d'ordonnance de M. Andichy, Mme Geratz, M. Verbouet et Mme El Bakri relative à l'introduction de tests de situation dans la lutte contre la discrimination sur le marché de l'emploi. En dat is verzonden naar de Commissie voor de Economische Zaken en Tewerkstelling. Donc, je ferme très provisoirement la séance du Parlement bruxellois. J'ouvre celle de l'Assemblée réunie, de onze gemeenschapscommissie. J'ai une information, donc le comité consultatif de bioéthique nous transmet certains avis qui seront repris dans le rapport. Dus het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bezorgt volgende adviezen. Ok, alors pour... ah oui, il y a aussi en BICO un courrier du groupe Défi qui communique des modifications dans la composition des commissions permanentes. Donc ça sera dans le compte-rendu, et ce qui fait que nous pouvons assez rapidement maintenant passer... Oh, mais on est un peu en avance. Un peu en avance. Alors, on a 5 minutes, 5 minutes van break. Qui ça?
Ah oui, elle est déjà là. Oui, c'est bon. Monsieur le Président, vous cherchez à me joindre? Oui, tu m'avais dit que Madame Mince avait demandé qu'on indexe. Oui, mais il faut, je suis d'accord, mais il faut envoyer une modification de l'ordre du jour aujourd'hui. Donc il faut alors mettre une nouvelle convoque avec l'ordre du jour. Oui, oui. D'accord. Ça va? Fais-le comme ça. Voilà, nous pouvons commencer avec Madame Maas qui interroge Madame Frémaux sur l'instauration donc van de lage emissiezones, de invoering van de lage emissiezones. En daar is meneer De Bok die toegevoegd is, maar ik zie meneer De Bok niet. Monsieur De Bok, il est là? Il était joint, je ne le vois pas. Monsieur De Bok, là? Ja? Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. U heeft gisteren een persconferentie gegeven over de invoering van de lage emissiezone vanaf 1 januari. En dus via de media vernemen we dat er een overgangsperiode gaat zijn van 9 maanden. Dus dat er geen boetes zullen worden uitgeschreven. Dus de facto is dat eigenlijk een vertraging van de invoering van een lage emissiezone tot oktober 2018. En onze verwondering was groot, 9 maanden, als je het vergelijkt met Antwerpen, waar dat het in februari is ingevoerd en dat de overgangsperiode maar 1 maand was. Natuurlijk moeten we wel bij zeggen dat zij hun communicatie al veel eerder gestart hebben. Dus dat is ook al het grote verschil met Brussel, dat u veel te laat begonnen bent met te communiceren om uw lage emissiezone vanaf 1 januari in te voeren. Er zijn nog veel onduidelijkheden. Bijvoorbeeld een andere kwestie is dat u nog altijd geen toestemming heeft van de privacycommissie om de nummerplaten in te scannen om te zien of auto's al dan niet betalingsplichtig zijn of niet. En dan ook de kwestie van de buitenlandse auto's. Daar is ook nog altijd geen duidelijkheid op welke manier dat die gecontroleerd worden en op welke manier en door wie dat de handhaving zal gebeuren. Dus mijn vragen zijn de volgende. Waarom heeft deze regering gekozen voor een uitstel van 9 maanden in plaats van bijvoorbeeld 1 maand? Waarom heeft u nog altijd geen toestemming van de privacycommissie en wanneer verwacht u die dan wel? En een derde vraag is, op welke wijze zullen dus die buitenlandse wagens gecontroleerd worden en wie zal de handhaving daarvoor doen, wie en op welke wijze? Dank u. Monsieur De Bok. Bonjour.
Merci Madame la Ministre. Je n'ai pas pu changer ma question d'actualité. Il y avait d'autres sujets aujourd'hui. Mais voilà, hier soir, j'ai rentré cette question d'actualité et je vous ai même entretenu sur le sujet. Mais donc ma question est assez simple en fait, et je vous félicite pour l'installation de cette fameuse zone de basse émission, mais je voudrais avoir quelques précisions concernant en fait l'application pour les 2 roues et pour les camions transporteurs, puisque vous savez que c'est une des sources très importantes de pollution, et je m'interpelle un petit peu sur le traitement égalitaire qui doit effectivement, à mon sens, prédominer dans ce genre de législation. Je me pose aussi la question par rapport à la mise en œuvre pratique et le risque qu'il peut y avoir pour un certain nombre de personnes, professionnelles ou non, mais surtout professionnelles, à vouloir vendre assez vite les véhicules incriminés, et le fait que les personnes, en tout cas que la campagne de communication qui doit s'établir prochainement, puisse surtout viser les personnes les plus fragilisées qui n'auraient pas l'information en question. Tout le monde ne lit pas les lois malheureusement. Et aussi peut-être prévoir quelque chose de plus contraignant pour ceux et celles qui vendent sans dire à leur acheteur qu'en clair ce véhicule ne pourra pas circuler par exemple à Bruxelles. Je crois que c'est vraiment un point très important. L'égalité de traitement d'une part entre les différents modes de véhicules, ça n'aurait pas de sens que quelque part on incrimine les voitures et pas les 2 roues ou les camions, ou en clair que les catégories exonérées soient beaucoup trop larges, je pense aux bus en l'espèce, et de l'autre côté aussi l'information pour que ceux et celles qui achèteraient un véhicule diesel ne se trompent d'un numéro, n'aient pas l'accès total et finalement achètent un véhicule trop cher dont certains se débarrasseraient puisqu'il serait en tout cas interdit à Bruxelles. Merci pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Maas, Monsieur De Bock, merci pour vos questions. Je vais commencer sur la période de transition. Wat de overgangsperiode betreft. Wij herinneren eraan dat er gedurende deze ononderbroken periode in het begin van een fase van de lage emissiezone geen enkele administratieve boete wordt opgelegd, waarom het evenwel inbreuk voor alle nieuwe voertuigen waarop de lijst betrekking heeft. Het is anderzijds wel goed om erop te wijzen dat de controles tijdens deze periode effectief blijven plaatsvinden en dat de voertuigen waarschuwingen zullen krijgen. Deze overgangsperiode laat de bevolking, die voor het eerst met de maatregel wordt geconfronteerd, toe om er zich aan te passen. Het doel ervan is dan ook pedagogisch. Bovendien stelt deze overgangsperiode Brussels fiscaliteit, die verantwoordelijk is voor de controle op de norm, in staat met de gegevens in haar databank te stabiliseren. Voor het jaar 2018 moeten wij tenslotte ook rekening houden met de termijnen in verband met de IT-ontwikkeling en de tijd die nodig is om de bevolking te waarschuwen en haar kans te geven om haar verdrag te veranderen. In dit kader en ingevolge de door ons besturen uitgevoerde operationaliseringsstudies werd er beslist om een overgangsperiode in te voeren. Donc, c'est des avertissements qui vont être donnés, d'abord sporadiques, puis systématiques, et puis on rentre en période d'amende, effectivement, la première année à 9 mois. Pour les phases suivantes, 2019-2020, on n'est plus du tout sur 9 mois. On considère que les personnes doivent être considérablement sensibilisées depuis plus d'1 an et que donc elles doivent savoir à ce moment-là. Et donc on est sur 3 mois. Et puis les autres périodes, 22-25, il n'y a aucune période de transition. Et ça, vous pouvez regarder l'ensemble des législations qui existent. Je vous rappelle quand même qu'en matière de survol de Bruxelles, j'ai supprimé la tolérance zéro après plus de 17 ans. 17 ans. Donc il n'y a pas aujourd'hui un système qui est mis en place qui n'est pas un système où il y a un minimum de période de transition pour stabiliser d'abord tout le système, parce qu'il y a beaucoup de principes juridiques, vous devez vous en rendre compte, qui sous-tendent la mise en place de la zone de basse émission, donc cette fameuse période aussi de latence pour ne pas avoir la règle de droit qui est non bis in idem. Donc il faut faire très attention sur le plan juridique parce que vous actionnez des amendes en fait. Et donc il faut très très bien les surveiller. Sur la comparaison avec Anvers, attention. On n'est pas du tout dans la même chose. Vous avez une partie de la ville, ici c'est une région entière et il y a des dispositions qui doivent passer par voie ordonnantielle et elles vont arriver incessamment sous peu au niveau du Parlement. Commission d'avis privé, vous devez avoir une base législative pour pouvoir l'interroger. Et donc le texte est passé en dernière lecture, il y a la voie ordonnantielle, va arriver au Parlement une fois
que le Parlement a adopté le texte, il sera remis une fois que les textes légaux sont adoptés. C'est la procédure comme ça, mais il va de soi, bien évidemment, que l'avis de la Commission est sollicité dans le cadre de la législation. L'Est pour la question des images, de la légalisation, police et sécurité. N'oubliez pas que c'est les plaques qu'on flash, hein, ce n'est pas les gens. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour les étrangers, il est prévu qu'ils s'inscrivent préalablement. C'est les systèmes qui existent de plus en plus dans l'ensemble des villes qui le pratiquent. Les véhicules qui seront conformes mais qui ne sont pas enregistrés auront cette amende, et ceux qui sont non conformes, non enregistrés, auront aussi cette amende. C'est la même chose au niveau d'Anvers, là vous comparez avec Anvers. Et il y a une mise en place évidemment de contrôle sur le terrain. Et donc on travaille aussi avec un projet qui s'appelle Eucaris, qui a la volonté d'échanger les données DIV dans les différents pays de l'Union européenne. Sur les camions, ça rejoint la question du périmètre législatif et de la norme, c'est-à-dire que les véhicules de plus de 3,5 tonnes, puis c'est votre question, contribuent déjà en fait à l'objectif de la LES via la taxation kilométrique qui dépend de la classe d'émission Euro par véhicule. Et donc vous ne pouvez pas avoir en fait une double peine qui s'opérerait au niveau de ceci. Sur les 2 roues, je vais donner les chiffres parce que c'est assez important. Il y a un cadre d'inventaire des émissions, on en a souvent discuté en commission de l'environnement. Les cyclomoteurs et moteurs ne sont responsables que d'une très faible part d'émissions du parc total. En 2014, les 2 roues motorisées, c'est 1,1 km parcouru et c'est 0,19% des émissions NOx, 0,43 des PM10 et 0,41. Et donc, au niveau de l'opérationnalisation à l'heure actuelle, il y a un problème de stabilisation des données aussi par rapport aux 2 roues au niveau de la DIV. Donc, il faut aussi pouvoir mettre en place un système qui est juridiquement solide. Ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, le plus important, c'est la réduction des émissions, avec des projections très chiffrées, je vous les redonne. NOx en 2020, moins 26,6%, en 2025, moins 61,5%. Black Carbon, Madame Maas, moins 50,4% en 2020, moins 85% en 2025, PM2.5, moins 24%, moins 39,5% en 2025, PM10, moins 15,4% en 2020 et moins 25,4% en 2025. Et donc l'impact en fait de réel de la zone va être évalué grâce aux stations de mesure, et il y a la carte évidemment du projet expert sur la question du black carbon. Sur la campagne commence maintenant, elle va s'échelonner pendant plusieurs mois. Il y a un call center qui fonctionne depuis plusieurs semaines, qui répond très concrètement aux choses. Et n'oubliez pas que le site internet a déjà été mis en place fin 2016. Donc toutes les informations concrètes sont là. Maintenant, évidemment, il y a plein de questions qui peuvent se poser en disant, tiens, est-ce que mon véhicule, puisqu'il est conforme au contrôle technique, peut encore, oui ou non, rentrer en zone de basse émission? Et le call center est là pour ça. Il y a des mesures d'accompagnement. Je ne vais pas pouvoir rester encore très longtemps à tout vous détailler. Réforme de la prime bruxellaire par rapport à cette question-là, et puis un accompagnement par rapport aux entreprises via Didier Gozouin qui a été proposé également. Donc on essaie que tous les paramètres soient le plus répondus possible. On aura certainement l'occasion d'en reparler en commission. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw uitgebreid antwoord. Dat apprecieer ik ook. En zoals u gezegd heeft, zal dat ook verder in de commissie besproken worden. Maar met alle respect, u overtuigt mij niet in verband met de periode van die 9 maanden. Eigenlijk komt erop neer dat uw collega's misschien dat u zelf dat niet bent, maar dat de ploeg, deze regering, niet op tijd de IT heeft ontwikkeld, niet op tijd de fiscale zaken. Want dat is in uw antwoord dat u zegt de reden waarom dat u 9 maanden, want dat is een lange periode, 9 maanden, dat is geen redelijke periode, dat u 9 maanden wacht vooraleer dat u effectieve boetes uitschrijft, dat denk ik dat u mij niet overtuigt. Dat u een overgangsperiode doet, zoals in Antwerpen, en dat misschien niet 1 maand is, maar in de Brusselse context, omwille van de complexiteit, een groter gebied, daar kan ik in komen dat dat 2 maanden, 3 maanden is, maar geen 9 maanden. En dat toont aan dat deze regering niet op tijd begonnen is met de implementatie van de lage emissiezone. En dus, maar we zullen nog verder u uitvragen in de commissies. Maar ik vind het jammer. Het is ergens een gemiste kans, want de luchtkwaliteit is te belangrijk. Ik hoor u graag zeggen op de radio, meneer Smet, dat de luchtkwaliteit belangrijk is, maar de lage emissiezone zal niet voldoende zijn. Er zijn en wij doen. Dat is, was het maar waar. U kletst en wij doen. U bent niet veranderd, u kondigt gewoon alle erover en wij doen. En u doet het niet. U kletst erover en wij doen.
Madame Mas, juste, Madame Mas, j'aurai l'occasion d'en reparler en commission. Il faut un dispositif législatif. Et ça, c'est extrêmement important. C'est différent par rapport à ce qui s'est passé à Anvers. Vous avez des lectures, vous avez de l'avis de la commission de la vie privée, vous avez toute une série de choses. On l'a décidé le 2 juin 2016. On va être prêt au 1er janvier 2018. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans les villes du monde entier qui sont en train de basculer en zone de basse émission. Ça prend beaucoup plus de temps. Et vous devez stabiliser un système pour ne pas avoir toute une série de recours qui s'opèrent par rapport à un système à ce moment-là qui délite le système. Et donc, il y a une nécessité de sécurité juridique qui est fondamentale. D'ailleurs, c'est pour ça que la période de transition, systématiquement, se réduit pour disparaître, parce que le système sera rodé sur le plan juridique. Et donc ça, c'est une question de sécurité juridique. Mettre en place un système qui a des failles sur le plan de la sécurité juridique, vous l'anéantissez. Eh bien, moi, Madame la Ministre, vous m'avez convaincu, en tout cas sur la période de latence. C'est vrai qu'il faut la prévisibilité juridique, il faut de la sécurité juridique. Et à l'heure où le gouvernement fédéral, il y a à peine 5 ans, 6 ans, donnait des primes au diesel et a incité quelque part les acheteurs à acheter des voitures diesel, on sait ce qu'il en est devenu avec le Dieselgate, mais tout le monde a reçu, en tout cas ceux qui ont choisi les voitures dites moins polluantes, c'était des chèques de 4 ou 5 000 euros sur facture qu'on a offert, et ça s'est chiffré par plusieurs centaines de millions d'euros d'argent fédéral payé par le contribuable pour que les uns et les autres s'équipent en diesel. Moi, je trouve effectivement qu'il faut permettre aux gens de ne pas être tout d'un coup prisonniers de leur achat que par ailleurs d'autres politiques avaient incité. Mais ça pose vraiment une question de fond sur la cohérence, et ce n'est pas à vous que je fais le procès, mais sur la cohérence de certaines de nos politiques au sens large. Et je trouve effectivement que la prévisibilité doit être assumée, et ça ne me dérange absolument pas que cette latence de 9 mois soit là. Je voudrais avoir juste une précision sur les 3,5 tonnes. Ah. Non, c'est pas sur moi je voulais vous revenir sur la question qui est posée par rapport à la question de la revente. Oui, la revente. Protection du consommateur, oui. Je me disais justement. Et donc, pour les vendeurs-acheteurs, il y a une information qui va s'opérer via Traxio. La campagne de publicité, elle va être dans tous les centres techniques, de contrôle technique, dans tous les opérateurs en fait, qui sont amenés à avoir ces opérations de vente et achat pour bien cibler des publics qui pourraient se poser la question de dire qu'est-ce que je fais avec une ancienne voiture. Oui, ça me semble essentiel. Et donc voilà, je voulais vous dire que ça a été pris en considération, j'ai oublié de vous répondre. Et les 3,5 tonnes, vous avez dit donc la limite, donc c'est au-dessus de 3,5 tonnes non bis in idem, mais par contre, pour les véhicules... En dessous. En dessous. Et alors la question, c'est il y a des exceptions qui sont opérées sur certaines. Je peux vous expliquer tout le système dérogatoire, mais je suis déjà dans le rouge. Personnes handicapées avec des véhicules spécialisés. Il y a des véhicules spécifiques pour les marchés et les foires aussi qui peuvent les bus de la STIP, par exemple. Et donc les bus de la STIP, tout c'est réglé. Mais je suis à moins 38. Je vous invite à venir en commission. Voilà. Menir Delva. Je suppose que quelqu'un va répondre. Oui. Madame... Minister Gozuin is nog niet aanwezig. Ah nee, mais... mevrouw Frémaux, Madame Frémaux, vous ne répondez pas pour M. Gozuin? Ah non. Eh bien, écoutez, M. Gozuin n'est pas encore là. Ah oui, mais non, c'est parce que je voyais que vous étiez là, il n'est pas là. Monsieur Delva, je m'excuse pour Monsieur Gozuin, mais on va peut-être attendre qu'il arrive alors. Et toi, tu réponds pour Gozuin? Oui, oui, d'accord, mais Monsieur Delva, on attend un peu. On va voir que tu en as besoin. Alors, vous me mettez comme dernier. Ça va, ok. Ça va. Le ministre Gozuin est en route. Oui, mais alors il répondra. Tu ne vas pas répondre. Tu ne vas pas répondre. Hein. Il arrive. Alors, oui, c'est ce qu'on va faire. Madame Emery. Oui, mais Delva demande à passer à l'heure dernière parce qu'il a fait ça de toute façon et puis il attend un peu. Oui. Vous avez la parole, Madame Emery. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président.
Ben oui, je vois, ça j'en suis bien contente, de même que mes collègues, j'imagine. Une rentrée parlementaire, c'est l'opportunité de faire un bilan, de regarder derrière soi, mais c'est aussi l'opportunité de tracer des perspectives. Alors au lendemain de la tenue d'un sommet social, c'est, je pense, une belle opportunité de tirer des perspectives 2017-2018 dans le cadre de la stratégie 2025. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il est urgent, mais d'ailleurs le train est déjà parti, de prendre des mesures pour dynamiser notre économie, développer donc notre économie durable, c'est-à-dire celle qui a la volonté de remettre à l'emploi les Bruxellois. Donc c'est véritablement quelque chose qui est en marche. Et pour cela, il faut soutenir les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois, il faut stimuler l'entrepreneuriat, il faut créer ce climat favorable et bénéfique pour l'essor de Bruxelles. Alors, Monsieur le Ministre-Président, je vais vous interroger sur les mesures phares qui s'annoncent après la tenue de ce sommet social. Quelles sont les mesures pour dynamiser notre économie durable, remettre à l'emploi des Bruxellois? Aussi, quels sont les secteurs qui sont concernés par des accords plus spécifiques? Les mesures aussi plus particulières qui s'adressent aux PME, qui sont évidemment un levier important de notre région pour stimuler donc l'économie, sachant que celles-là, au moins, elles ne délocalisent pas et elles maintiennent sur notre territoire une activité majeure. Et aussi peut-être un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la revitalisation des quartiers commerciaux qui offrent une panoplie de commerces importante aussi à travers les spécificités et les besoins sur notre territoire. Et dès lors, je vous interrogerai aussi sur les grands principes qui vont en tout cas émerger par rapport au schéma de développement commercial futur. Merci de votre écoute, Monsieur le Président. Merci, Madame Emery. Alors c'est vrai que pour la troisième fois consécutive, le gouvernement, quasiment au complet, s'est réuni avec les interlocuteurs sociaux. C'est, vous l'avez rappelé, une stratégie qui se veut transversale et qui vise à mobiliser toutes nos énergies, toutes nos politiques en vue de, au final, faire en sorte que demain, plus de Bruxellois aient un avenir professionnel ici dans cette région. Et pour ce faire, ça nécessite évidemment une mobilisation générale. Alors, 69 priorités retenues. Je pense que vous l'avez sans doute fait, il y a un site internet qui est dédié à cette stratégie 2025 et qui reprend in extenso l'ensemble des politiques qui sont mises en œuvre. Alors vous en avez évoqué quelques-unes, on pourra en discuter au travers d'une interpellation en bonne et due forme, parce que mes collaborateurs ont préparé une réponse de 10 pages, mais bon, ce sera pour la commission. Tant qu'il est imparti, ça va être difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est transversal. Accord sectoriel, vous l'avez évoqué, oui. Maintenant, ils sont lancés dans un certain nombre de secteurs, notamment construction, transport, logistique, industrie technologique. Tout ça sera finalisé dans l'année à venir avec notamment en lien avec la création des pôles de formation emploi, donc le pôle ICT qui va être créé. Et donc l'objectif, c'est de développer évidemment encore un effet levier plus important au niveau des stages, mise au travail, formation de nos jeunes. Réforme de l'ordonnance d'aide aux entreprises. Oui, mon collègue Gozouin porte cette réforme. Le texte sera déposé début 2018 ici au Parlement. Et donc l'idée est évidemment de réformer de manière fondamentale tout le processus d'aide aux PME, parce que nous avons la conviction, et Bruxelles certainement, c'est le vivier par excellence des PME, des petites entreprises, même des très petites entreprises sur lesquelles il faut vraiment travailler. L'adoption d'un plan industriel pour Bruxelles, parce que je pense que même s'il y a une évolution, c'est certain, la ville n'est plus celle d'il y a un siècle, même d'il y a 20 ans, mais il faut quand même encore avoir à l'esprit que
il y a encore de la place pour de l'industrie, mais compatible avec notre région. Cela sera également le cas. Schéma de développement commercial, un nouveau schéma sera mis en œuvre, un véritable schéma de développement qui propose une vision, un cap qui sera bien évidemment coordonné avec l'ensemble des acteurs, notamment les communes, mais aussi les acteurs du privé. Il sera lancé début 2018, ce nouveau schéma de développement commercial, tout simplement parce que nous pensons qu'il y a encore de la place pour du développement, mais que ça doit se faire de manière coordonnée avec une vision globale qui ne fasse en sorte qu'il n'y ait pas, je dirais, des mesures qui soient prises ayant des conséquences négatives sur d'autres secteurs liés au commerce également. Mobilité, c'est un point qui a été évoqué. Le ministre Smet est venu faire un exposé remarqué auprès des partenaires sociaux. Et donc, l'idée, mais phare, c'est de faire en sorte que dans tous les projets d'envergure, que les partenaires au niveau, qui ont un impact sur la mobilité, qu'on intègre et qu'il y ait un processus d'avis qui amène les interlocuteurs sociaux également à se prononcer. Je pense que c'est indispensable, c'est une forme aussi de transparence, mais de partage d'informations, parce que comme ça a été relevé, on ne peut pas à la fois dire, finalement, il faut faire des travaux, et puis quand on les fait, nous expliquer qu'il y a des choses, enfin que ça ne va pas. Alors c'est certain qu'il y a sans doute encore des efforts à réaliser en termes de coordination, mais c'était clairement dit, la coordination existe. On est simplement dans une phase où, bien évidemment, des chantiers de grande importance ont lieu. On a aussi rappelé que, comme je le dis souvent, probablement qu'un certain nombre de chantiers qu'on voit aujourd'hui fleurir aujourd'hui ne fleuriront pas l'année prochaine, tout simplement parce que l'année prochaine, on aura d'autres choses à faire, je pense. Oui. Et tout ça fera en sorte, je crois, j'ai la faiblesse de croire qu'il y aura moins de chantiers. Oui, communaux, hein, oui, c'est bien ça que je parle. Donc, mais il y en a beaucoup cette année ici, ça il faut bien le reconnaître. Mais donc, partenaires sociaux seront impliqués dans la politique de mobilité. Et puis il y a toute la politique qui vise évidemment en concertation avec les CPS, les communes, s'adresser au public jeune, comment les sortir de la précarité, comment aussi sortir ceux qui ont échappé, qui échappent aujourd'hui à l'ensemble des radars sociaux, hein, puisqu'en fait ils n'émergent à rien, mais ils sont là. Bon, donc tout cela est évidemment des priorités pour nous. Bien évidemment la création des nouvelles écoles, hein, 38 000 élèves en plus 2025, 20 000 parmi ce nombre total, 20 000 uniquement pour l'enseignement secondaire. Donc c'est un défi majeur pour notre région. On y travaille d'arrache-pied dans le cadre de nos compétences. On libère des moyens au niveau du financement des communes. Donc il vise à réellement créer des possibilités de levier pour dégager ces projets. Bon, il faut que tout le monde suive, évidemment. Vous siégez à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne doute pas que vous portez cette parole bruxelloise, la VGC. Oui, mais là c'est plus direct. Hein. Donc, oui, mais bon, voilà. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Et puis, bien évidemment, c'est aussi la lutte contre le décrochage scolaire. Mais là, on y travaille d'arrache-pied. Donc, je dirais que là, c'est la machine, celle-là, il y a une véritable expérience et qui sera poursuivie. Voilà, en quelques mots. Oui, comme vous le dites, en quelques mots, et je vous remercie pour avoir balisé de manière assez complète, déjà au stade de cette question d'actualité, les conclusions de ce sommet social, mais je pense effectivement sur un certain nombre de choses. Je me permettrai de revenir en commission, et vous aurez donc l'occasion d'aller plus loin dans le développement, mais c'est vrai que quand on voit cet exposé succinct, on se rend compte que le travail parcouru et à parcourir est quand même colossal, mais porteur de beaucoup d'espoir pour notre région, qui est bien prise en main, me semble-t-il. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur De Wolf. Monsieur, sur les mesures prévues dans le cadre du sommet social. Sur la grève aussi, pardon, je me trompe de ligne. Non? Pas dit là? Voilà, monsieur De Wolf, vous avez la parole. Ok, très bien. Non, parce que vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Très bien, bonjour. Bien, donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Secrétaire d'État, la presse du jour ou d'hier, récemment en tout cas, titre « Les fonctionnaires bruxellois en colère contre Vervoort ». Je suppose que c'est contre l'ensemble du gouvernement.
Et on lit dans le texte qu'un préavis de grève a été déposé concernant Bruxelles Propreté, le CIAMU, l'administration régionale bruxelloise, tout, je dirais donc, par conséquent. Et les critiques sont essentiellement le fait d'avoir créé de nouvelles institutions dirigées par une armée mexicaine de nouveaux mandataires, ne pas avoir confiance dans ce gouvernement qui ne donne pas suite aux différents appels de concertation sociale. On parle aussi de sous-effectifs, de politisation et montée de l'administration, de burn-out, de démotivation du personnel. Mes questions par rapport à ça sont, quelles sont vos réactions? Vous avez dit dans la presse qu'il n'y a jamais eu autant d'écoute. Bon, c'est un peu le grand écart par rapport à ce que disent les syndicats, semble-t-il. Quelles sont vos réponses? Est-ce qu'il y a eu une concertation? J'aimerais bien que, dans l'intérêt même des Bruxellois et du personnel, vous puissiez clarifier cette situation fort préoccupante. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous me donnez la parole. Non, c'est moi qui réponds. Alors, merci, Monsieur Dewulf, de mettre en évidence cette question, puisqu'elle me permettra alors d'être très claire par rapport à ce que vous avez lu il y a quelques jours dans la presse. D'abord, je voudrais rappeler que je suis évidemment très attachée, mais pas seulement moi, au niveau du gouvernement, nous sommes très attachés à la concertation sociale et nous travaillons de la meilleure façon possible, que ce soit au sein du secteur 15, soit dans des groupes de travail ou dans des rencontres qui nous sont demandées par les organisations syndicales. Vous le savez aussi que nous avons au niveau du gouvernement, pour justement rencontrer l'accord sectoriel 2015-2016, nous avons adopté il y a 8 jours au gouvernement le statut 3.0 qui touche aux fonctionnaires et à la fonction publique de la région de Bruxelles-Capitale. Cet accord sectoriel qui est attendu depuis longtemps, a pour ambition notamment d'améliorer le bien-être de l'ensemble des agents de nos administrations. On y supprime d'ailleurs le niveau E et on l'intègre dans le niveau D avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Ça veut dire, pour les plus bas salaires, une revalorisation. On prend en compte aussi dans les nouveaux recrutements de toute l'expérience professionnelle pertinente pour la fonction à pourboire, c'est aussi une avancée. On étend les congés de circonstances aux parents du 2e et 3e degré. On met la priorité, bien entendu, sur les engagements statutaires. On étend aussi les congés pour les motifs impérieux et notamment ceux qui touchent à la famille, aux parents en perte d'autonomie, par exemple. On aménage aussi les fins de carrière, vu les mesures qui sont prises au fédéral et notamment au sein du gouvernement, nous allons définir les fonctions pénibles qui permettront à des agents qui ont atteint 60 ans de pouvoir partir un jour par semaine. On a aussi mis en place, et ça a été vraiment une grande négociation au niveau du gouvernement, des procédures objectives par rapport au recrutement, notamment dans la sélection de candidats. Nous limitons à 2 mandats les mandataires qui sont désignés. On leur interdit de siéger dans des organismes qui ne dépendent pas, je dirais, de leur tutelle directe, mais pour éviter justement la possibilité d'être dans des conflits d'intérêts. On interdit les stages pour les fonctionnaires, pour les stages d'entrée de nomination dans les cabinets. Donc un certain nombre de mesures qui font que nous faisons de la bonne gouvernance. Nous savons aussi qu'au niveau du recrutement, le CELOR fédéral ayant été en difficulté de pouvoir répondre à nos demandes, nous mettons en place le BRUFOB qui vise à mettre en place des procédures de sélection objective et de recrutement statutaire pour des Bruxellois. Là aussi, c'est un geste important. Et ce dispositif qui est en tout cas en train de préparer l'avenir sera opérationnel à 100% à partir de 2018, même si aujourd'hui, il y a une équipe qui est en place pour mettre en place les recrutements et qui est d'ailleurs formée au niveau du CELOR fédéral pour pouvoir apporter toute l'expérience et l'expertise pour procéder à ces recrutements de la meilleure façon possible. Voilà, donc je m'étonne
effectivement qu'il y ait eu ce type de déclaration, mais depuis lors, vous savez, il y a eu quelques réunions qui font que je pense la confiance est rétablie et nous continuerons à travailler toujours avec une très bonne concertation sociale. Merci de votre attention. Oui, donc très brièvement, là où nous vous soutenons, c'est sur les bas salaires. On a toujours soutenu ça dans les communes. Je crois qu'il faut, et l'on le fait au fédéral, il faut revaloriser les plus bas salaires, les E et les D, effectivement. Pour le reste, je crois qu'on ne se comprend pas parce que vous pratiquez la méthode Coué. La concertation a lieu, tout va bien, il n'y a pas de politisation, on limite les mandats, on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de conflit d'intérêts, on fait de la bonne gouvernance. Oui, moi j'avais encore dénoncé récemment qu'il y avait une quarantaine de camarades qui avaient été installés durant cette législature à la tête de pas mal d'organismes. Les syndicats le dénoncent eux-mêmes, parlent d'armée mexicaine. Bon, voilà, donc je ne pense pas que vous êtes crédible dans votre réponse, mais chacun son point de vue et on continuera à notre vigilance sur ce dossier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur De Wolf. Alors, Madame Carté. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, les chantiers du tram 9 ont déjà beaucoup fait parler d'eux. Pas toujours en positif, malheureusement, mais bon, donc on veut bien comprendre que c'est un mal pour un mieux, du moins on l'espère, hein, pour la mobilité. Alors cette fois-ci, c'est l'abattage de 11 arbres qui ont été réalisés. Et donc, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ces arbres ont été abattus par l'entrepreneur et que les indications qu'avait l'entrepreneur ne correspondent pas au permis d'urbanisme. Alors, évidemment, au-delà de la catastrophe plus ou moins écologique de l'abattage des arbres, pouvez-vous nous rassurer? Parce qu'on se dit, si l'entrepreneur, là, n'a pas les bonnes indications pour le chantier, peut-être que c'est le cas aussi par rapport aux autres permis d'urbanisme pour les autres endroits. Donc ça, c'est particulièrement interpellant. Alors, il y a un autre aspect aussi et surtout, pouvez-vous nous rassurer que ces arbres vont être replantés? Ce sera évidemment pas le même impact parce que ça a suscité pas mal d'émoi au niveau local. Alors, l'autre aspect, c'est la sécurité pour le même endroit un peu plus loin, Drève de Rivieren. Alors, c'est catastrophique, je peux vous le dire. Les usagers faibles, les piétons, les handicapés, les personnes avec des poussettes, il y a le danger est réel. Des personnes sont tombées et donc on alerte l'ombudsman qui est effectivement, semble-t-il, débordé et il n'y a pas de suivi concret. Oui, exactement. Donc il y a la sécurité pour les riverains, pour les habitants qui est particulièrement interpellante. Alors il y a aussi un autre aspect, c'est à la Drève de Rivieren, un peu plus loin, il y a le passage des bus. Le passage des bus de façon transitoire, mais ils ne savent pas se croiser ou très difficilement, et donc ça handicape encore la mobilité à cet endroit-là. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'à la Drève de Rivieren, la commune avait demandé de pouvoir élargir la voirie pour le futur plan bus où il y aurait les bus 13 et 14 qui vont circuler dans cette voilà, donc 3 aspects à la question. Je vous remercie pour vos réponses qui seront, je présume, très complètes. Merci. Commençons avec la dernière partie de votre question concernant les bus. C'est vrai, dans le futur plan bus, on prévoit une adaptation des itinéraires du bus, que le bus 13 va passer seulement en unique dans un sens, vu l'étroitesse de la rue qu'on reconnaît. C'est effectivement difficile que deux bus se croisent dans la rue de Rivière. Mais malheureusement, parfois, en cas de travaux, on doit détourner les bus. Ce qui concerne les arbres, en effet, il y a 10 arbres cerisiers du Japon qui étaient abattus par une erreur humaine, par l'entrepreneur, où apparemment il y avait le plan d'exécution et le plan de permis d'urbanisme ne correspondaient pas. Et c'est une erreur humaine qui était faite. Immédiatement quand ils ont constaté, le project manager a suspendu évidemment l'abattage des arbres et a laissé contrôler les plans. On a demandé plus d'enquête pourquoi ça a pu se faire, mais en général, les plans d'exécution sont rédigés par le bureau externe, le bureau d'études externe, et là c'est en train de clarifier où le problème se trouvait exactement. Évidemment, on a demandé à l'entreprise de faire le nécessaire de replanter les arbres
arbres abattus et ça va être de nouveau évidemment des cerisiers du Japon et la faute est mise en cause et par conséquent il faut les réparer. Malheureusement, pendant les chantiers, il y a des erreurs humaines qui ne peuvent pas se fassent, puisque je crois personne a voulu ça, mais il y a aussi une erreur dans la lecture de plans qui ne correspondait pas et probablement c'est l'erreur faite dans le bureau d'études, mais ça doit être encore clarifié où ça se trouve, à quel niveau exactement ou un autre niveau. De toute façon, dans la phase d'exécution, il y avait un problème. Je vous en prie. Oui, je vous remercie pour vos réponses. Seulement, je n'ai pas entendu beaucoup de soucis de votre part quant à la sécurité au moment de l'aménagement du chantier. Je vais les vérifier. Et je vous... Mais je connais l'ombudsman. Conjure vraiment, il suit les choses. C'est très dangereux. Et donc, ça a été abordé à plusieurs reprises. La commune a des plaintes multiples. Les riverains ne savent pratiquement plus sortir de chez eux. Et des personnes sont tombées. Et donc, si on vous le dit, c'est pour éviter un accident. Je pense que personne n'espère un accident en la matière. Alors, l'erreur humaine, j'entends bien. Mais enfin, quand l'entrepreneur a des instructions de son plan qui ne correspondent pas au plan d'urbanisme, c'est particulièrement interpellant. Donc j'espère que c'est unique là et qu'on donne des instructions pour que effectivement les plans des entrepreneurs correspondent au permis d'urbanisme. Je vous remercie. Merci Madame Carté. Meneer Van Dam, over de rol van het gewest in het dossier van het Rijksadministratief Centrum. Alors, Madame Delforge, qu'elle est là? Alors, meneer Van den Dries. Meneer Van den Dries, de gevolgen voor de begroting van het sectoraal akkoord bij Net Brussel. Aan Madame Lanan. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, wij konden vernemen dat de Brusselse regering haar goedkeuring gegeven heeft voor een loonsverhoging aan ongeveer 2200 medewerkers van Net Brussel. En ik heb in dat verband een aantal vragen. De eerste vraag is op basis van welke objectieve criteria is die collectieve loonsaanpassing gesteund. Ten tweede, waarom is dat met terugwerkende kracht gebeurd? Ten derde, wat gaat dat kosten voor vorig jaar en dit jaar? En ten vierde, gaat dat geen cascade-effect geven? Het stopzetten van categorie E en iedereen bij Net Brussel blijkbaar, als ik het goed begrepen heb, categorie D van maken. En tenslotte zijn er in dat akkoord nog andere kwantitatieve engagementen genomen die een impact kunnen hebben op de begroting. Ik dank u al voor uw antwoord. Meneer Van den Dries, deze loonsverhoging weerspiegelt een van de kwantitatieve maatregelen van het sectorakkoord 2015-2016, die voorziet dat het niveau E wordt geschrapt en zal worden geïntegreerd in het niveau D. In het kader van dit sectorakkoord, in de inwerkingtreding van deze maatregelen voorzien op 1 januari 2016. Als we specifiek kijken naar het gang, zal de integratie van het niveau 4 in het nieuwe niveau 3 doorgevoerd worden in een begrotingskader dat beperkt is
tot 600.000 euro. Dit project focust zich op de graden die momenteel worden bekleed in het niveau 4. Dat wil zeggen voor de openbare netheidsarbeiders en chauffeurs van zware voertuigen. Zo worden aan de openbare netheidsarbeiders de eerste weegschaal van het niveau 3 toegewezen. Die werd toegekend aan de adjuncten in zaken openbaar netheid. De weegschalen van chauffeurs van zware voertuigen en de weegschalen volgens barema van de openbaar netheidsarbeiders worden vervangen door nieuwe weegschalen met dezelfde naam die werden berekend door dezelfde verhoging van de jaarlijkse kostprijs toe te voegen aan elke trap van de weegschaal. Er dient echter opgemerkt te worden dat de verhoging bij de tweede indexsprong lager is dan die van de eerste indexsprong en dit om de begrotingsenveloppe na te leven. Deze verhoging heeft geen cascade-effecten op de andere graden. Voor de andere maatregelen uit het sectorakkoord verwijs ik u naar het antwoord dat ik gegeven heb op de vraag van de heer De Wolf. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Misschien eerst heel kort, die 600.000, als ik het goed begrepen heb, is de kost 600.000. Is dat voor 2016 en 2017 of is dat per jaar? C'est en fait 600 000 par année, mais c'est évidemment le fruit de l'accord sectoriel qui a été passé au mois de novembre en 2015 et qui est l'accord sectoriel 2015-2016. Et d'ailleurs, donc la mise en œuvre de cette suppression de niveau et l'intégration dans le niveau D, eh bien, a un effet rétroactif à janvier 2016. Donc c'est l'engagement que nous avions pris. Donc c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les agents. Ja, ik begrijp natuurlijk wel dat het goed nieuws is voor de mensen zelf, maar u was ook niet verplicht van met dat sectorakkoord eens te zijn. Ik vind eigenlijk dat het beter had geweest, mochten die mensen gestimuleerd worden om aan toelatingsproeven deel te nemen voor het niveau D, waardoor dat je eigenlijk op die manier een loonsverhoging geeft op basis van ervaring en competenties. En hier beschouw ik dat eigenlijk als een cadeau. En ik vind dat de tijd van cadeaus, dat die tijd voorbij moet zijn en dat ook eigenlijk nu een cadeau is die betaald wordt door de belastingbetaler. En ik vind dat dat niet kan. Oui, mais je pense qu'on n'a peut-être pas la même philosophie en termes de soutien aux travailleurs et les travailleurs les plus défavorisés qui font un métier qui est un métier très important et très pertinent, en tout cas pour les Bruxellois. Mais je pense que ce n'est pas du tout un cadeau, c'est simplement donner de l'estime à ces agents et de les intégrer dans un niveau qui est beaucoup plus juste par rapport à leur situation et de faire en sorte qu'ils ont un meilleur salaire pour un travail très physique, un travail très dur, un travail très pénible. Et moi, je suis bien contente de ne pas être sur la même ligne que la NVA sur ce point-là, monsieur Van den Dries. Ja, in alle geval, mevrouw, ik denk dat bij heel wat ambtenaren goed werk leveren en dat heel wat ambtenaren gemotiveerd zijn en zwaar werken. De argumentatie die u gebruikt, die kan u toepassen op de meeste ambtenaren. Dus ik vind dat dat helemaal geen argument is. Je ne suis jamais loin. Monsieur le ministre, j'ai pu apprécier sur les réseaux sociaux des photos prises par des usagers de la STIB qui montraient que des morceaux manifestement de béton étaient tombés de plafond dans la station de Broekère, là où par ailleurs le public a accès. Donc je m'interroge fortement sur les causes de cet incident, puisque à ma connaissance, on avait analysé l'état de toutes les stations souterraines du réseau de la STIB, et donc je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
Je vais vous rassurer, Madame Delforge. En effet, il y avait un incident qui a eu lieu suite à une intervention de Proximus. Proximus était en train de poser des câbles à fibres optiques vers un magasin situé au rez-de-chaussée. Et la dalle de toiture métro se trouve directement sous les dallages du trottoir et un trou a été fait au travers de cette toiture donnant accès vers le couloir de correspondance de la station de Brouckère. Le trou était apparemment trop profond, mais comme indiqué tout de suite après l'incident, de mesures de sécurité ont été prises, il n'y a pas eu de danger. Je tiens toutefois à signaler que ni Bruxelles Mobilité a été demandé ces travaux et Proximus ne s'est pas renseigné auprès de Bruxelles Mobilité afin de savoir si ceux-ci pouvaient être réalisés. Alors, pour résumer, il n'y avait jamais de danger puisqu'ils sont immédiatement réparés, mais Proximus a fait un trou et suite à ces trous, ils ont fait une mauvaise manipulation, ils étaient un peu trop grands le trou, ils ont atteint le métro et il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est pas que l'état des tunnels n'était pas bon, c'est simplement suite à des travaux faits par un impétrant qu'on a eu un problème, mais on m'assure qu'à aucun moment il y avait un problème et tout était réparé. Alors j'aurais une question complémentaire, c'est que j'entends bien que ni la STIB ni BM n'y sont pour rien. Par contre, on peut s'inquiéter de ce qu'un impétrant effectue des travaux sans autorisation et donc je voudrais savoir quelles mesures sont prises à son encontre. Je pense qu'ils ont toujours une autorisation par le système OSERI, simplement la manière qu'ils ont effectué les travaux. Là, il y a une question à poser, c'est la responsabilité de Proximus à ce moment-là. Mais donc j'imagine qu'en cas de non-respect d'une procédure, l'impétrant a une sanction, par exemple, où on dit juste c'est pas bien, et puis si quelqu'un était passé sous les chutes à ce moment-là, on lui aurait dit bah, c'est pas grave. Les évidemment, il faut prendre contact avec Proximus et bien déterminer les causes et pourquoi c'est arrivé. Et je pars de l'idée que Proximus est quand même assez responsable et qu'ils vont tirer des leçons de ça. Eh bien, j'espère que la prochaine ordonnance chantier en voirie prendra en compte la question des sanctions par rapport aux impétrants. Voilà. Merci. Alors, je ne vois pas M. Delva. Meneer Smet was bereid op de vraag van meneer Delva te antwoorden, maar meneer Delva is in de buurt misschien. Meneer Smet zal u antwoorden. Ja, meneer de minister. Dus ik vernam dat er een project is van de Brusselse regering om een premie van €4.000 te geven aan werkzoekenden in Brussel die van plan zijn om een zelfstandige activiteit op te starten, om ondernemer te worden. En die premie is maandelijks, maar hij is degressief. De eerste maand €1250 en dan gaat het naar beneden. Ik had daar een aantal, ik denk dat het een interessante maatregel kan zijn. Ik had er een aantal vragen bij. Ten eerste, hoe wordt bepaald wie exact de premie krijgt? Hoeveel keer kan je zo'n premie aanvragen? Stel dat je 6 maanden bezig bent aan je activiteit en het lukt. Wat gebeurt er dan? Is de premie definitief verworven of moet die terugbetaald worden? Stel dat het na 6 maanden niet lukt en je hebt een tweede project, kan je een tweede keer de premie vragen. Ik heb ook begrepen dat het vooral de bedoeling is om te kijken naar de doelgroep van 18 en 34-jarigen, omdat er daar heel weinig ondernemers zijn. Maar hoe gaat dan de communicatie naar die doelgroep gebeuren? En om af te sluiten, ik denk dat het instrument dat gekozen wordt, bon, daar gaan we nog veronderstel over discussiëren. De problematiek is er sowieso. Dat we jongeren moeten aanmoedigen om om een zelfstandige activiteit minstens te overwegen. En dus mijn vraag was eigenlijk of dat de regering naast de maatregelen die we vandaag bespreken nog andere maatregelen in petto heeft om die problematiek aan te pakken. Het betreft een premie voor niet werkende werkzoekenden die zich als zelfstandigen in hoofdberoep vestigen om in hun eigen tewerkstelling te voorzien.
Dit zonder leeftijdsgrens. De 2 voornaamste voorwaarden zijn: men moet beschikken over een ondernemingsnummer bij de kruispuntbank van ondernemingen en ook gedurende de hele fase van de vest als zelfstandige werknemer begeleid worden door een bevoegde structuur die de technische, commerciële, financiële haalbaarheid en de opportuniteit van de voorgenomen activiteit bestudeert. Het al dan niet wel slagen na 6 maanden is nauw verbonden met de begeleiding. Deze maatregel dient vooral om de bereidheid en kwaliteitsvolle begeleiding van nieuwe zelfstandigen met succes te laten bekronen. Een werkzoekende die werkloosheidsuitkeringen ontving voor zijn zelfstandige activiteit zal zijn toelaatbaarheid voor uitkeringen gedurende 3 jaar behouden. Indien de zelfstandige activiteit 6 maanden heeft geduurd, zou de werkzoekende in principe een uitkering moeten ontvangen die gelijk is aan degene die ontving alvorens zijn zelfstandige activiteit aan te vatten. Voilà, dat is als mijn collega. Voilà. Oké, dank u voor uw antwoorden. Ik heb een aantal antwoorden gekregen, maar ik begrijp dat het dossier in hoofdzaak bij collega Gozouin zit. Ik zal hem daarover verder ondervragen in de commissie Economie, waar het de plaats is. En ik ga dan ook verder mijn vraag specifieren over andere initiatieven die de regering nog neemt om jongeren, ook anderen die vandaag werkzoekende zijn, richting ondernemerschap te sturen. Wat op zich, ik herhaal het, denk dat dat een prima idee is. Dank u wel. Voilà. Monsieur Dubus, à Monsieur Smet, concernant l'arrivée de nouveaux vélos en libre service. Ça suivra Anne-Laure Gauman, Madame Gauman, après Ambico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous apprenions le 22 septembre dernier que 500 nouveaux vélos débarquaient à Bruxelles. Il s'agit d'un mode opératoire qui est assez bien connu, d'une entreprise chinoise et qui est déjà présente dans plusieurs villes en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. La caractéristique, c'est que ces vélos sont mis en location pour un tarif de 1 € la demi-heure, mais que surtout, vous le savez, il n'y a pas de zone de parking de départ ni d'arrivée, c'est-à-dire que l'utilisateur peut déposer son vélo n'importe où, sur un trottoir, dans une allée de parc, sur une place, et ce qui pose évidemment une série de questions liées à l'encombrement potentiel que suscitent ces vélos, d'une part, d'autre part aux perturbations à l'égard des piétons et perturbations à l'égard des services d'entretien de voirie. Et donc ma question était de savoir, est-ce que vous avez été informé d'abord du débarquement de ces vélos à Bruxelles? Pouvez-vous en préciser le nombre? Êtes-vous informé d'une augmentation de ce nombre? Et estimez-vous nécessaire de prendre des mesures pour réguler? Je dois vous dire que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une certaine concurrence dans l'offre de vélos, parce que c'est positif. Le tout, c'est de savoir comment on régule ça dans notre région. Merci pour votre question. Non, O-Bike n'avait pas pris contact. Par contre, des autres systèmes comme Billy Bike, Ofo Bike, GoBeBike, Mobitbike, ils avaient pris contact préalablement. Et O-Bike, bon, si je peux me permettre de le dire, se permet un peu quand même de débarquer dans une ville comme ça, sans même avertir. C'est évidemment, puisqu'on avait déjà entendu un bruit que ça pourrait arriver, puisqu'on a quand même des contacts un peu partout, les vérifier juridiquement qu'est-ce qu'on peut faire. Et il s'avère que juridiquement, la région, ni les communes d'ailleurs, ont un cadre juridique aujourd'hui pour régler ça. Ils n'ont pas de cadre. Non, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné l'ordre d'élaborer un cadre réglementaire pour toute la région, évidemment. On ne peut pas arriver qu'une commune fait ça, une autre commune fait ça, puisque ça va être la blague bruxelloise de nouveau, ça on ne veut pas. Un système harmonisé pour toute la région. Et mes services préparent maintenant une ordonnance, probablement. On est en train de vérifier, mais il y a une forte chance que cette ordonnance, qu'on ne peut pas le faire par un arrêté du gouvernement, mais ça on regarde encore, un cadre réglementaire minimal.
puisque je pense que le principe qu'on veut mettre en espace public des vélos n'est pas en tant que tel mauvais, c'est une sorte de free floating. On pourrait le comparer un peu avec le station-based car sharing et le free floating car sharing. Là, on a réglé aussi, mais ici, ce qui préoccupe, c'est évidemment la qualité des vélos en général, mais aussi le stationnement, surtout des vélos qui peuvent se retrouver. Et notre ancien collègue, Elke Roeks, pour raconter une petite anecdote, m'a envoyé hier, Elke Roeks, qui était chevine de la propreté à Anderlecht maintenant, elle m'a envoyé une photo, elle a dit, écoute, mes services communaux, ils ont dit, on a retrouvé 10 ou 15 vélos, dont certains étaient peu trucs, et on les placés dans un endroit, et les gens sont venus demander, est-ce qu'on peut prendre le vélo? Ils n'avaient pas compris que c'est un vélo qui est partout dans la ville. J'ai déjà vu des photos où le vélo se retrouve dans un arbre aussi. Hein. C'est une sorte d'art, je suppose, créatif. Alors, ça se pose des questions surtout de stationnement. Et là, je veux un cadre juridique qu'on veut venir assez rapidement, soit vers le Parlement, soit au gouvernement, pour justement avoir une réglementation, pas pour interdire, mais mettre des règles dedans. Oui, acceptables. Et je pense que c'est aussi un peu le sens de votre question, d'avoir un cadre dans lequel ça peut se déployer, puisque vous savez sans doute aussi, Amsterdam a interdit au bac. Hein. Ils sont venus et après quelques semaines, Amsterdam a dit « repart hein. ». Et par hasard, moi j'ai vu les gens de Aubac, ils sont venus avec un très grand camion. Et vous savez que je roule beaucoup à vélo moi-même, et j'étais avec mon vélo, et tout à coup, je vois le camion de Aubac, et 2, 3 mesdames et messieurs, on était très discutés, on va mettre le vélo là-bas, vélo là-bas. Je dis, c'est quoi ça hein? Et voilà, je pense qu'un cadre réglementaire était quand même souhaitable, et aussi de Aubac, peut-être aussi d'informer, peut-être préalablement, les autorités compétentes seraient plus sages de leur part. Ok. Merci pour votre réponse. Voilà, nous sommes, je crois, sur la même longueur d'onde. L'idée n'est pas de brider l'initiative, d'encourager plus que jamais l'utilisation du vélo, mais un cadre s'avère nécessaire. Nous attendons votre projet d'ordonnance de pied ferme. Geachte minister, we konden deze week in verschillende kranten lezen dat de Hoge Adviesraad voor de Gezondheid aanbeveelt om de vaccinatie tegen het humaan papilloomvirus uit te breiden naar alle adolescenten, dus jongens en meisjes tussen 9 en 14 jaar. Vanaf 2007 bevolen ze dat eigenlijk ook al aan voor alle meisjes tussen 10 en 13. Nu, het humaan papilloomvirus is dan ook in de eerste plaats gevaarlijk voor vrouwen. 180 vrouwen per jaar sterven aan baarmoederhalskanker in ons land. Maar ook mannen kunnen het virus dus dragen en verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat 30% van die humaan papilloomvirus gerelateerde kankers mannen treft. Vandaar natuurlijk ook de aanbeveling om voortaan ook mannen te vaccineren. Want bij zo'n vaccinatie wordt in 9 van de 10 gevallen het virus niet verder verspreid. Sinds de 6e staatshervorming zijn wij hier ook bevoegd voor vaccinatiebeleid. Naast de gemeenschappen die via het ONE, Kind en Gezin, CLP, maar ook PSE een beleid voeren. Maar dat verschilt soms, dat beleid. En het is ook niet helemaal duidelijk of alle jongeren wel degelijk bereikt worden. Vandaar dus mijn vragen, welke stappen plant de GGC samen met de gemeenschappen om gevolg te geven aan die oproep van de Hoge Gezondheidsraad, om voortaan dus alle jongeren tussen 9 en 14 te vaccineren. En kan u mij tegelijkertijd meteen een stand van zaken geven over die gecoördineerde vaccinatiedatabank op niveau van de GGC, die ervoor zou zorgen dat we dus weten dat alle jongeren wel degelijk worden bereikt. Dank u wel voor uw antwoorden. Oui, sorry. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Goeman, het overleg met de andere gemeenschappen met betrekking tot alles wat met vaccinatie te maken heeft, maar nog veel meer dan dat zelfs, gebeurt altijd op het niveau van de interministeriële conferentie Volksgezondheid. En die interministeriële conferentie wordt voorbereid in IKW's, zoals u weet. En de betrokken IKW is die van de chronische ziekten en preventie. Het is op dit niveau dat er een aantal aspecten van het preventiebeleid feitelijk tussen de gemeenschappen wordt afgestemd.
De bespreking in deze IKW heeft geleid tot het opstellen van een protocolakkoord in zaken preventie. Akkoord dat werd goedgekeurd dan op de interministeriële conferentie van 21 maart 2016. Vaccinaties is een van de thema's die hier wordt behandeld. Hiervoor is er een technische werkgroep opgericht met het oog op de technische uitvoering van het protocol. En deze technische werkgroep is samengesteld uit experten en administraties. Dus dat loopt zo in cascade, dat is wat ik probeer uit te leggen. Hè. De ministeriële conferentie, dan die in IKW, dan een technische werkgroep. En deze technische werkgroep heeft als eerste opdracht, en ik lees dan wat men hem als opdracht heeft gegeven, onderzoeken vooraleer nieuwe vaccinaties terug te betalen door de ziekteverzekering, op welke wijze het vaccineren het efficiëntst georganiseerd wordt. Collectief of individueel, via de curatieve sector en in overeenstemming met de federale besluitvorming. Dus volgens het protocol wil dat dan zeggen. Dus, samengevat, dat is de manier waarop het loopt. De uitbreiding van de HPV-vaccinatie naar jongens is nog niet daar op de agenda gezet. Maar ik denk dat gezien de aandacht die er nu aan besteed is, dat wel zeer spoedig zal gebeuren. En dan gaat dat volgens die cascade behandeld worden. Hoe ver staan we nu met de vaccinatiedatabank? Dus op dit moment zijn er 2 systemen in België die de vaccinatie registreren. Vaccinet van de Vlaamse gemeenschap en IVAX van de Franse gemeenschap. Vaccinet is sinds enkele jaren gekoppeld ook aan Vitalink. En Vitalink wordt dus gebruikt door de artsen, wat dat maakt dat veel van de vaccinaties op die manier correct geregistreerd worden. Dus artsen die gekoppeld zijn aan Vitalink kunnen up-to-date informatie vinden, ook over de vaccinatie van de persoon die eventueel bij hun op consultatie komt. In Wallonië heb je IVAX, dat ook gekoppeld is aan het Réseau Santé Wallon, maar dat wordt volgens onze informatie nog niet veel gebruikt. En hoe zit het dan in Brussel? In Brussel en in de Brusselse scholen wordt, waar dat men vaccinaties doet, via het medisch onderzoek. Hè, en dat is dan nog een vrije keuze. Hè. Men mag aankruisen of men het wil of niet. Die worden geregistreerd. De kinderen die bij ons worden gevaccineerd, worden geregistreerd. Kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en die dat dus via het medisch onderzoek en de CLB's worden gevaccineerd, worden geregistreerd in Vaccinet. En kinderen in het Franstalig onderwijs worden geregistreerd in een IVAX. Wij hebben op dit moment nog geen eigen databank. Daar is al wel de wens uitgedrukt om er zelf een te ontwikkelen. Maar natuurlijk, je gaat daar altijd een soort dubbel gebruik krijgen nu. Hè? Ja, wel, want mijn vraag is natuurlijk, wordt dan die IVAX bijvoorbeeld gebruikt hier in Brussel in de Franstalige scholen? Wat mij interesseert is dat we een volledig beeld krijgen van de vaccinaties op Brusselse grondgebied. Ik denk dat zij het wel doen, net zoals wij, voor hun CLB's in het Franstalig onderwijs en dan in hun systeem terechtkomen. Hè? Dat denk ik wel. In Wallonië denk ik dat het geheel van het systeem nog niet veel gebruikt wordt, maar ik denk dat voor de CLB's en zo men dat dan wel doet. We moeten dus ook wat realistisch zijn. Je hebt er 2 systemen, dus in feite beide gemeenschappen dekken dat af. Ik ben ook altijd een beetje benauwd van een derde systeem te ontwikkelen als er al 2 bestaan, want dan krijg je weer interferenties. Maar we hebben er al dikwijls over gesproken. En natuurlijk in heel het e-health gebeuren zoals we het ontwikkelen, kan dat op een zeker moment wel goed zijn van de linken te leggen en te maken dat je dat kunt zien. Hè. Allee, want we kennen allebei natuurlijk de Brusselse realiteit, waarbij dat mensen een beetje in functie van de nood naar de dokter gaan die beschikbaar is, of die nu Nederlandstalig, Franstalig is, of die mensen nu Nederlandstalig, Franstalig zijn. En op het moment dat je een vaccinatie wilt zetten, wil je gewoon dat je een dokter kan checken of dat je gevaccineerd bent, peu importe of dat je Nederlandstalig of Franstalig bent. Dus, maar je weet dat ik grote voorstander ben van het feit dat daar toch een coördinatie komt tussen die 2 databanken.
Ik neem aan dat dat inderdaad technisch mogelijk is. Ik ben geen expert ter zake, maar dus bij deze vooral nog een warme oproep om daar toch Uw werk van te vraag blijven en wat maken. er van de week in de pers is verschenen zal zeker ertoe bijdragen dat de cascade er zich gaat overbuigen. Allee, maar ik blijf het verder opvolgen. Dank u wel. Dank u wel. La réunion de cet après-midi, 14h30, la réunion de la commission interparlementaire gouvernance. Salle 201. Ja. Schoon. Dat is niet de ziekenhuisbarometer of nog iets anders.